The term biomass refers to all sorts of living matter, whether natural, grown and bred, as well as their residues. Biomass is essential to human beings. For thousands of years, people have used biomass as a source of energy. In the 20th century, oil has made life easier. But the negative side is that nature, or the environment, is seriously affected. Would the solution today consist in reverting back to basic energies, such as the sun and biomass? And if we do this, what would the cost be? Recent technologies can convert biomass into hydrocarbon within a few hours. The willingness to change is therefore mainly a matter of commitment. To what extent can biomass replace fossil fuels? What are the benefits for the environment, for society, for climate change? In 1 year, humankind consumes the equivalent of 12 billion tons of oil. In 1 year, the solar energy received by the Earth is equivalent to 90,000 billion tons of oil, and the energy stored in biomass growth amounts to 72 billion tons. All the energy needs of humankind in a year could be met by collecting an hour of sunlight, or 1/6 of the biomass production. Yet renewable energies only account for 13% of the global energy package, which is dominated by non-renewable energies: oil, coal, gas, and nuclear power. Biomass is number 1, far ahead of hydropower, wind, solar energy, geothermal, and tidal power together. Biomass, which is at the beginning of the food chain, is also at the beginning of the energy chain. Photosynthesis is a biological process that enables plants to synthesize their own organic matter from atmospheric carbon dioxide, CO2, and water. Photosynthesis mainly produces sugars. For example, 6 CO2 molecules and 6 water molecules are needed to produce 1 molecule of glucose. The reaction also produces 6 molecules of oxygen. CO2, mainly responsible for the greenhouse effect, is thus trapped in solid form within the organic matter. The energy potential contained in organic matter is higher than that of the initial products, CO2 and water. The plant captures the energy necessary from light. This energy is stored in the form of binding energy between atoms. The return of biomass to its initial components releases this energy. It is this energy that we recover when we eat the plant or when we burn it. But like all other living creatures, plants breathe. This respiration results in the opposite of what photosynthesis produces. The plant consumes oxygen and sugars, yet produces carbon dioxide and water. During the day, photosynthesis compensates for the loss in organic matter due to breathing. Growth only occurs if the amount of organic matter produced by photosynthesis exceeds the amount needed for breathing. At night, only breathing takes place. Lastly, plant decay in the open air obeys the same law as that of breathing. Now, let's have a look at the life cycle of a tree. The young tree stores more and more carbon. As it grows older, its breathing catches up with its synthesis of organic matter. Consequently, carbon storage declines. The tree dies. As it decomposes, it releases all the carbon it will have stored
in its lifetime. It is therefore a carbon sink and a source of carbon. Over its whole life, the net result is zero. The tree has stored or produced no carbon, and it has not stored or produced oxygen either. In order to limit the greenhouse effect by stocking a maximum amount of carbon, there is thus an optimum age at when the tree should be cut down and replaced with a sapling. If the tree is burned instead of being allowed to decay, we find the same result, but the reaction is faster. If this decay takes place in the absence of oxygen, for instance in a rainforest swamp, the tree will produce methane. Methane is a much more powerful greenhouse gas than CO2. So in its whole life cycle, the impact of this tree will have been negative because it has produced greenhouse gases. By playing a part in natural systems, humankind can therefore control the reabsorption of atmospheric CO2 and limit the emission of greenhouse gases. Dans la gestion forestière, on a un âge optimal de récolte, mais c'est lié aussi à une valorisation qu'on veut en faire. Donc si on veut faire du bois d'œuvre, et à l'époque de Colbert, quand on mettait des belles chênaies en France, on voulait du gros bois, etc. Donc on avait des horizons de coupe qui étaient relativement longs, des siècles. Mais maintenant, si on veut faire du sciage, et maintenant les scieries peuvent avoir des diamètres, utiliser des bois plus petits, on peut réduire et moduler également en fonction des usages et des marchés et des techniques. On peut moduler également l'âge de coupe. Donc il faut voir que la forêt, c'est quelque chose de dynamique et donc on peut également l'adapter. Et idem, si on veut développer l'usage énergétique, eh bien on peut se dire que ce n'est pas la peine non plus de faire un chêne de 150 ans pour le couper, le brûler. Il vaut mieux effectivement modifier et aller plutôt vers des taillis, mais des taillis qui sont en gestion vraiment dynamique. For Elizabeth Linette, fuel wood is a traditional resource in France that could account for 40% of the national harvest. Yet it is missing from official data because it is gathered by individuals and is thus not included in official statistics. On a global scale, the carbon flow stocked by biomass is about 62 billion tons a year. This carbon is considered as circulating because a major part of it goes back into the atmosphere due to the decay of biomass. Photosynthesis is the driving force of this carbon cycle. Related to this main cycle, there are other lesser ones. Atmospheric carbon is on a balance with the carbon dissolved in water. Part of this dissolved carbon sediments, while sedimentary limestone is burned by volcanoes and returns to the atmosphere. Finally, a tiny fraction of biomass will be gradually fossilized. But it will require millions of years for this biomass to be turned into coal, oil, and natural gas. From the industrial era onwards in the 1850s, human beings began to draw from fossil fuels. The burning of these resources provoked additional CO2 emission into the atmosphere. Deforestation and the use of limestone, for example for the manufacturing of cement, also generate CO2 emission into the atmosphere. Humankind thus releases a new source of CO2, called anthropogenic CO2. This flow of carbon released into the atmosphere brings about an imbalance because it is too large to be absorbed by natural phenomena. Thus, the concentration of atmospheric carbon that had been stable for years has been increasing since the first industrial revolution. This has increased, and continues to increase, the greenhouse effect. By capturing and releasing CO2, the plant creates a flow of carbon. The whole biomass is a stock of carbon. The flow and the stock are related. On Earth, the carbon stock is divided between 4 reservoirs. The atmosphere, 750 billion tons of carbon, mainly in the form of carbon dioxide. The biosphere,
which represents the organic carbon of biomass. A quarter of it is alive, and 3/4 is dead or decaying. The hydrosphere, water, contains dissolved carbon. The lithosphere, the underground rocks, contains most of the carbon as a mineral. There are rocks of organic origin, coal, oil, and natural gas, called fossil fuels, all created by the fossilization of the biomass. There are also limestone rocks, formed by the sedimentation of shells and the precipitation of dissolved carbon. The amount of carbon that can still be released into the atmosphere is enormous. Populations are not equal with respect to their energy consumption. There are large consumers. They consume 10 times more than small consumers. And there are average consumers. Of course, the larger consumers could consume less, but they are very few. In fact, areas where energy consumption per person is the lowest are the most populated, have the strongest population growth, have the highest increase in energy consumption. But these consumers consume so little that it is difficult to ask them to consume less. So even with a balanced consumption of around 2.5 tons of oil per person per year, more energy will have to be produced, all the more so as the world population keeps increasing. In order to achieve sustainable energy consumption, energy production should not resort to using energy stocks, but to using energy flows. We should no longer draw on fossil fuels or trees, but capture rather solar energy, wind energy, or the flow of biomass production instead. We must use energies that are able to be renewed as fast as we consume them, that is, renewable energies. The use of biomass consists in diverting part of the cyclic carbon towards human activity. Once consumed, this carbon returns to the cycle it would have had if humans had not intervened. That is to say, there is no further emission into the atmosphere. On the contrary, what is taken from the biomass saves fossil fuels and accordingly reduces emission into the atmosphere. But biomass production, transformation, and transportation have an energy cost. The economy in greenhouse gas should then be calculated over the entire cycle. Shortened circuits that already exist in the food economy also have a part to play in energy production. The following experiment started in the town of Villeneuve, in France, in 2005. Fuel, gasoil, et ici, pistolet pour l'huile végétale. Au début de l'expérimentation en 2005, on a commencé petit à petit avec les tests, avec les analyses, etc., avec des pourcentages bas. On peut voir ici 10%, on a 30, on a 50, on a 100. Mais là, on ne se sert plus que du 30 pour les common rail et du 100 pour les véhicules qui sont équipés du système bicarburation. Ça, c'est donc un moteur Renault, donc une belle ordure. Donc on l'a équipé d'un système de bicarburation pour pouvoir l'utiliser à l'huile végétale. On démarre toujours au gasoil. Quand on monte en température satisfaisante, que le moteur est en charge. Donc la bascule électronique active les électrovannes qui basculent et on injecte directement de l'huile végétale pure à 100% dans le moteur. Sur les moteurs, je dirais dernière génération, DCI ou HDI, on peut le prendre comme on veut, avec des systèmes common rail, haute pression d'injection. Donc là, on est au maximum à un taux d'incorporation de 30%, mais directement dans le réservoir. Et donc par contre, là, sans aucune modification technique. On n'a aucun symptôme qui peut nous faire dire qu'on fonctionne à l'huile. On a même été plus loin, on a démonté le moteur, piston, segments, etc. sur l'établi et on a vérifié l'état des segments, l'état des gorges de piston. C'était quelque chose de tout à fait semblable ou équivalent à l'utilisation de gasoil pur. Vegetable oil has already enabled them to travel 2 million kilometers. It is produced around the town of Villeneuve.
direct sowing cultivation saves plowing as well as the use of fertilizer. Vous êtes devant notre installation de trituration de la ferme. Alors on va commencer par le réservoir qui est ici, où on va stocker la graine. Juste en dessous, vous avez la presse de trituration. Alors la graine descend par gravité, elle passe à l'intérieur de la presse et la graine se divise en deux parties. L'huile végétale que l'on voit couler et derrière le tourteau. Alors ici, c'est une première pression à froid. La graine n'a pas été chauffée, c'est une première pression à froid. Alors le tourteau, lui, c'est de l'alimentation animale, destiné que pour les animaux. L'huile végétale, on peut en faire deux choses, de l'alimentaire ou du combustible. Sur un hectare de tournesol, on va parler de tournesol, on fait à peu près 30 quintaux. Et avec à l'hectare. Donc à l'hectare, on peut arriver à faire avec 3 tonnes, on fait 1000 litres d'huile. 3 kilos pour un litre d'huile. 1 litre d'huile et 2 kilos de tourteau, évidemment, pour l'alimentation animale. Oui, alors grâce à ce tourteau, à l'intérieur, il n'est pas sec, il reste encore de 11 à 15% de matière grasse. Et cette protéine-là permet aux animaux d'avoir un poil beaucoup plus luisant. Ils sont de bonne humeur. Enfin, bon, ça veut dire que c'est de l'alimentaire qui n'est pas pris aux humains. C'est aussi pour les animaux. Comme les animaux, après, on les consomme, donc c'est vraiment pas de l'industrie, c'est de l'alimentaire. Et si jamais on va aller plus loin, si on veut faire de l'huile carburant, à ce moment-là, on va aller dans une autre pièce. Voilà, nous sommes devant la deuxième filtration. L'huile végétale arrive ici, qui est alimentaire. On passe ici de 5 microns, 1 à 3 microns. Là, nous avons le filtre terminal, 1 micron absolu. Et sur le côté, on a un piège à eau pour récupérer toutes les condensations s'il y en a dans les canalisations ou quoi que ce soit. Et à la sortie du tuyau, on est en huile carburant. In 1900, Rudolf Diesel devised his engine to work with vegetal oil. He thought he would revolutionize agriculture because he would make farmers self-sufficient on energy, and they would even become energy producers. Before 2008, easily transformable substrates were used, often foodstuff, sugar and vegetable oil, in order to obtain ethanol and methyl esters. These were the first-generation biofuels. In 2008, the food shortage broke out. It emphasized the awareness that non-food biomass should be used to produce biofuels. These were the second-generation biofuel. The second-generation biofuels used lignocellulose as a raw material. Lignocellulose is the main component of plants. Its transformation thus enables us to use entire plants rather than storage organs alone. The nature of the energy produced depends on the use we want to make of it. We distinguish static use from mobile use. Static use energy is consumed in a fixed place. Mobile use energy is employed to move vehicles. Only a quarter of the energy is used for mobile use, but it is the most problematic energy because it has to be carried within the vehicle. The main constraint is to go far with a low volume of fuel. A lot of renewable energy is produced in the form of heat and electricity. It is difficult to store heat and electricity. Therefore, they are mainly used for static use. The characteristic of biomass is that it is available in a material form, which gives it the advantage of being easily stored. Among the energies that can be easily stored, thus offering the strongest energy content, what we call calorific value, are preferable. The higher the calorific value is, the further we can go. Biomass, wood, has a low calorific value, 16 megajoules per kilo. Besides, the solid form of wood is ill-adapted to power an engine. Gases are used as mobile use energy, methane and hydrogen. They have a very high energy content. But the storage of these gases is still cumbersome and eventually limits vehicle autonomy. Yet hydrogen would be an ideal fuel because its combustion does not release CO2. Enriched uranium has a calorific value of about 500,000 megajoules per kilo.
A kilogram of uranium would allow a car to run 200,000 kilometers, but in civilian life, the best adapted energy for mobility is thus in a liquid form. It is then called fuel and biofuel when the resource is biosourced and not a fossil fuel. Liquid biofuels are already part of everyday life. Ethanol is mixed with petrol. Pure vegetable oil is also used. But petrol and diesel, with a calorific value of 43 megajoules per kilo, surpasses all liquid fuels. The fuels with the highest calorific value contain the least oxidized molecules, i.e., those with the lowest proportions of oxygen. Petrol and diesel do not contain oxygen atoms, but only hydrogen and carbon atoms. They are hydrocarbons. Nowadays, transport uses half of the crude oil produced. The reason for this is that it contains hydrocarbon molecules which do not explode, and it has a high calorific value. Therefore, what is at stake here is to produce a new generation of liquid hydrocarbons from biomass instead. It has taken nature millions of years to produce hydrocarbons. Are we able to do that successfully in a few hours? La voie microbienne est une alternative pour produire des lipides aux voies qui existent aujourd'hui, à savoir l'utilisation des plantes oléagineuses. Ici, on peut voir au microscope les photos des levures dites donc oléagineuses. En l'absence d'accumulation de lipides et en présence d'accumulation de lipides, on voit apparaître les globules lipidiques qui sont vraiment des corps intracellulaires internes au micro-organisme dans lesquels vont s'accumuler ces lipides et qui peuvent permettre d'accumuler jusqu'à 75% en masse. Ce qui signifie qu'en fait, on a des teneurs en lipides qui sont très proches de ce que l'on peut avoir dans des graines oléagineuses, d'où évidemment le terme de levure oléagineuse. Donc en fait, il s'agit de convertir des substrats d'origine renouvelable non alimentaire en lipides, en ayant en plus la possibilité, par le choix du micro-organisme, de venir moduler cette composition en lipides. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible de produire des lipides avec des usages énergie, donc biokérosène ou biojet fuel, mais également de produire des lipides pour des usages alimentaires, avec des profils qui par exemple vont être très similaires à l'huile de palme ou l'huile de soja, mais ceci produits à partir de ressources agricoles non alimentaires, et enfin aussi d'avoir des applications sur la santé avec toute la partie oméga 3, oméga 6, etc. Tous ces résultats sont issus du travail d'une dizaine de chercheurs qui se sont très fortement impliqués depuis 2005, c'est-à-dire 7 ans de travail, 7 ans de collaboration dans un réseau qui réunit des équipes de Toulouse et des équipes de Paris. Les avantages de la filière résident dans le développement d'un procédé qui va être robuste, qui va avoir des performances indépendantes de la localisation géographique, indépendantes des variations climatiques, utilisable pour différentes ressources et qui en plus va bénéficier de technologies très anciennes que sont les fermenteurs, qui vont donc faciliter le passage des laboratoires, des étapes de laboratoire vers les phases industrielles. So biofuel is quite difficult, quite marginal of the core business of Airbus. But we do know that alternative fuels work and that airlines are ready to use biofuel. They just need the fuel now. Nous avons aussi, en plus de nos objectifs de performance technologique, des objectifs environnementaux. Et les biocarburants et les biojets nous permettront d'atteindre des objectifs environnementaux très ambitieux. La croissance neutre carbone en 2020 et de réduire nos émissions de CO2 de moitié en 2050 par rapport à 2005. Sans les biocarburants, nous n'arriverons pas à ces objectifs-là. C'est quelque chose qui est excessivement important, que la plupart de nos clients, les compagnies aériennes, demandent, réclament, dans le cadre des nouvelles mesures de marché sur le CO2, cette nouvelle fiscalité qui va les impacter. Il est important pour elles d'avoir des sorties de ces mesures de fiscalité et aussi pour elles d'avoir des croissances respectueuses et responsables, notamment au niveau de l'environnement. Nous dessinons actuellement des avions autour sur le principe même des hydrocarbures liquides. Donc, dans les décennies à venir, les avions auront besoin d'hydrocarbures liquides. Pour voler avec un nouveau carburant, il est nécessaire d'obtenir ce que nous appelons une certification. Une certification qui est commune à l'ensemble du monde aéronautique, dans lequel chacun des acteurs aéronautiques a son mot à dire. Pour le moment, depuis les 2-3 dernières années, nous avons réussi à avoir 2 nouvelles annexes, 2 nouveaux types de biocarburants
qui sont certifiées et donc complètement adaptées à l'avion. Les huiles microbiennes donc produites par des micro-organismes pourraient rentrer totalement dans une de ces annexes, les huiles hydrotraitées. Airbus est un assembleur d'avions, nous ne sommes pas producteurs d'énergie, nous n'avons aucun intérêt dans l'industrialisation, la production, en tout du moins de ces nouveaux biocarburants. Donc nous ne sommes pas juges et parties, nous sommes seulement juges. Et nous poussons les filières et nous soutenons ces filières les plus prometteuses. L'enjeu, c'est maintenant de discriminer ces filières en fonction de leur performance et de la valeur économique qu'elles vont créer. Et c'est pour ça, c'est vrai que les huiles maintenant nous paraissent les plus prêtes et seront probablement les carburants aéronautiques verts du futur pour les années à venir. Il peut y avoir d'autres filières, il y a beaucoup de procédés que nous étudions avec des niveaux de maturité très différents et qui peuvent être plus bas pour le moment, mais qui sont tout aussi prometteurs. The raw material for second-generation biofuels, lignocellulose, is a complex entanglement of macromolecules. Thousands of glucose molecules are bound together in linear chains to form a molecule of cellulose. Cellulose forms cable-like filaments known as fibrils. Lignin is like a corset that stiffens the cellulose network and brings solidity and impermeability to vegetable cells. Hemicellulose binds cellulose molecules and lignin. This structure makes biomass highly resistant. This is the difficulty with second-generation biofuels. How can we deconstruct lignocellulose to obtain simple molecules that could be used by traditional chemistry? The stakes are of the utmost importance. In the first-generation processes, simple cold pressing would enable us to extract sugar or oil. The second-generation processes are far more complicated. We distinguish microbial methods from thermal methods. After chemical treatment, the microbial methods use enzymes which selectively split up macromolecules into simple sugars. Among other things, we can collect the glucose molecules from the cellulose. The thermal methods, which are more drastic, pulverize all the lignocellulose macromolecules into simple molecules, hydrogen and carbon monoxide. Le pilote que vous voyez ici est vraiment une unité de test, une unité de pré-industrielle qui permet de tester industriellement ou pré-industriellement le procédé. Donc on a la biomasse qui est dans ce conteneur qui est amenée dans le procédé de gasification par cette trémie. La gasification est un procédé de conversion thermique de la biomasse. Le principe est de porter à haute température une biomasse de type bois, de type paille, plutôt effectivement des biomasses sèches, de les porter à haute température à un minimum de 800-900 degrés, de manière à ce qu'elles se décomposent sous la forme d'un gaz. Ce gaz, on appelle ça un gaz de synthèse, et ce gaz de synthèse peut être ensuite utilisé de différentes manières. On peut le brûler directement, à la manière du gaz naturel. On peut également l'envoyer sur des catalyseurs de synthèse de biocarburants. Ces catalyseurs peuvent permettre de produire du méthane dans le cadre de la méthanation, peuvent produire également des carburants liquides de type éthanol ou biodiesel lorsqu'on travaille sous forme de catalyseur Fischer-Tropsch. Et dans notre cas ici, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est de regarder les propriétés calorifiques de ce gaz en combustion directe. Donc ici, on a une unité qui permet de tester ces propriétés calorifiques. On a une unité de mesure, on va regarder la combustion de ce gaz directement, et notamment à quelle température on peut le brûler, quelle va être l'énergie dégagée, et comment on va pouvoir utiliser ces gaz dans les procédés industriels. On utilise dans ce procédé une biomasse d'origine forestière. C'est vraiment ce qu'on appelle des connexes de bois. Donc ce n'est pas formé par le tronc de l'arbre, c'est vraiment toutes les branches qui tombent et qu'on peut récupérer, qui ne sont pas utilisées en bois d'œuvre. Donc via cette biomasse, on n'est pas du tout en compétition avec les usages classiques de la biomasse. On est vraiment sur un produit qui est uniquement destiné à l'énergie.
On limite vraiment l'énergie qui est dépensée pour le pré-traitement. On est vraiment sur une biomasse qui est très brute, qui sort de la forêt. On l'obtient comme ça vraiment ce qu'on appelle en bord de route, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de rentrer dans une usine de transformation supplémentaire. Donc les bilans énergétiques sont plutôt excellents. On essaie de développer des procédés, notamment via la gazification, qui sont capables de travailler avec des biomasses de nature, de qualité et de formes différentes. Donc là, on va être sur un procédé de production de verre, notamment en Champagne. Et donc l'un des objectifs, c'est de récolter cette biomasse localement, notamment tout ce qui concerne les biomasses viticoles, donc les sarments de vigne, les ceps de vigne qui sont arrachés, et puis l'ensemble des boiseries qui sont utilisées pour la culture de la vigne, dans ce type de procédé. Donc l'idée, c'est vraiment de produire l'énergie à partir de la biomasse connexe viticole, l'énergie qui permettra de produire les bouteilles qui contiendront le produit effectivement de la vinification. Et ça, c'est les cendres. Un des objectifs de la filière, c'est d'avoir un retour à la terre des cendres qui sont produites dans le procédé et qui permettent de durabiliser l'exploitation de ces biomasses. Donc on est sur des unités qui sont réellement décentralisées. L'objectif, c'est de faire des unités de petite et moyenne taille, à un coût économique acceptable, de les intégrer localement dans les campagnes et à proximité de ces différents gisements, avec des circuits d'approvisionnement courts, on va dire d'un ordre de grandeur de l'ordre de 50 km maximum, qui permettent effectivement de minimiser les transports en camion et également de favoriser le développement local. Imagine que le gaz il coûte toujours 20 € du mégawattheure, sinon on est à 80 avec notre biométhane, on ne sera pas compétitif, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas l'implémenter. Aujourd'hui, on regarde l'énergie éolienne, l'énergie solaire, enfin, toutes ces énergies sont plus chères que les énergies fossiles, et pourtant on arrive effectivement à les implémenter. In order to meet energy needs, we can thus choose between several biomass resources. There are products of agriculture, seeds, which produce starch or sugar, and oil-producing seeds. These resources enabled us to develop first-generation biofuels. Nowadays, technologies have improved and allow us to use the byproducts of agriculture as well as the products and byproducts of forestry. This resource, rich in lignocellulose, led to the second-generation biofuels. The cultivation of microalgae has led to third-generation biofuels. Microalgae produces sugars and oils with yields per hectare that could be 10 times as high as those of land crops. These techniques are quite recent, and their industrialization is still in progress. Lastly, there is the issue of waste. Wet waste can be methanized to obtain biogas and provide gas, heat, and electricity for the energy networks. Dry residues, in the form of lignocellulose, enable us to produce biofuels. Burning wood allows us to proceed directly from the energy resource to the energy use, heat. But generally, a transformation process is needed to convert the resource into a specific energy use. It is in the biorefineries that this transformation takes place. If we consider mobile use, the most favorable solution of the moment are found in second-generation biofuels. We estimate that, compared to fossil fuels, first-generation biofuels reduce greenhouse gases by 30%. Second-generation biofuels reduce them by between 70 to 90%. This reduced impact is because these resources already exist. Often, all we have to do is harvest them. But to launch an industry, raw materials must not only be available in sufficient quantity, but must also be sustainable. Is this the case? Around the globe, land areas represent 14.9 billion hectares. 10% of this surface is occupied by farmland, 23% is pasture, 26% is forest. Everything else is desert or built-up areas. This means that biomass covers about 60% of the land. Yet plants don't grow everywhere at the same speed. We can access these differences by measuring the net primary production. It is the mass of organic matter synthesized per square meter and per year. On land, organic matter develops 5 times faster in tropical areas than in temperate areas. The net primary production varies according to a series of factors, including light intensity, water, temperature, and the concentration of CO2.
We could almost say that thanks to the CO2 released by humankind, plants grow faster. Let's take the example of forests. They produce, per hectare and per year, 2 cubic meters in the far north, from 5 to 20 cubic meters in temperate and dry tropical areas, from 50 to 100 cubic meters in wet tropical areas. Currently, the average rate of wood harvesting is 1 cubic meter per hectare per year. Let's imagine that we took 2 cubic meters instead of 1 cubic meter. This alone would correspond to 8% of humankind's energy consumption. In particular, unused wood debris left to rot in forests already represents 60% of the available biomass. In the countries where forests are managed, they are expanding without fertilizer and without irrigation. Globalement, on considère notamment qu'en France, on a des gisements encore non exploités, d'où un développement de politique publique et une volonté de promouvoir l'usage des bioénergies, notamment dans le Grenelle. Il y a des objectifs forts qui ont été donnés au bois, plus 20 millions de mètres cubes. Donc c'est considérable puisque la récolte officielle actuelle est entre 36 et 38 millions de mètres cubes. Donc vous voyez l'effort supplémentaire à 2020 pour atteindre ces objectifs. Mais les gens qui sont sur le terrain se disent il y a la ressource, oui, mais on a du mal à la mobiliser. Et il faut réussir à trouver les raisons pour lesquelles il y a ces contraintes de mobilisation. Donc il y a des contraintes techniques, on a vu tout à l'heure en montant qu'il y avait des zones de pente, il y a des contraintes aussi sociales, puisque les gens qui sont propriétaires des forêts peuvent ne pas vouloir gérer leur forêt et peuvent ne pas vouloir mobiliser le bois qu'il y a dessus. On dit qu'il y a beaucoup de bois qui existent en France parce qu'il y a des zones qui sont souvent en déprise agricole et qui ne sont pas gérées et donc qui ont un potentiel économique relativement faible. Et donc ça n'incite pas non plus des potentiels acheteurs à aller les récolter. Si je prends les déchets également, les déchets des industries du bois ou même des déchets de produits en fin de vie, il faut aller le chercher, cette ressource supplémentaire. En règle générale, relativement diffuse. Donc il y a des contraintes structurelles qui expliquent qu'il y a une sous-utilisation de ce potentiel théorique. Le développement de la biomasse en France a tendance à faire qu'il y a un certain nombre de ressources qui étaient utilisées en valorisation matière et qui ont tendance à aller vers le développement de l'énergie. Et on rejoint la problématique qu'on a en agriculture, valorisation alimentaire versus autre valorisation. Donc on est plus dans une optique pour l'instant de substitution qu'une optique de synergie de développement raisonné des usages. Il faut trouver également un schéma de développement qui limite l'exportation de matières premières, puis c'est ce qui se passe en France. On a un certain nombre de bois, notamment de feuillus, qui sont exportés vers la Chine. Et ensuite, on importe des produits transformés. Mais l'objectif qu'on a, c'est bien utiliser au mieux la ressource nationale pour les usages nationaux. Les scieries, par exemple, il y en a à peu près 2000 en France, et c'est souvent la seule unité de transformation qu'on a dans une commune. Donc elle a eu un rôle industriel important. La scierie mobilise le bois d'œuvre. Le bois d'œuvre, ça a toujours été, en tout cas traditionnellement, l'objectif de gestion forestière en France. Et donc, quand vous tirez du bois d'œuvre, vous tirez aussi du bois industrie ou bois énergie. Donc quand on parle d'industrie, c'est pour la pâte ou les panneaux, et bois énergie, de fait, c'est pour soit votre cheminée, soit la chaufferie locale. Donc vous voyez que finalement les schémas de développement et les intérêts sont convergents pour pouvoir lier gestion forestière dynamique et puis usage et multi-usage sur un territoire. L'intérêt, c'est peut-être aussi d'avoir une approche territoire, comment on réfléchit à une valorisation d'un territoire, que ce soit agriculture et forêt. Il ne faut pas partitionner les deux non plus pour essayer d'avoir cette approche globale et système. Processes that are being industrialized now enable us to convert biomass into hydrocarbons. Biomass that already covers 10% of the world energy consumption could provide 25% of that. By resorting to renewable energies, a lot of countries could improve their energy autonomy. The same is true for food autonomy. Solutions have to be found. Researchers are working on them. But it is a global social project that must be set in motion. We have to reconcile the natural advantages offered by the soil, climate, and the location with biodiversity and employment.
This is necessary to provide humankind with sustainable sources of food, material, and energy.